Été 1944. Dans les forêts de Normandie, cette arme a tué plus de fantassins que d'avions depuis le début du conflit. Les soldats américains redoutaient un bruit précis, celui d'une machine à coudre géante. En quelques secondes, le mécanisme recouvrait le terrain de milliers d'éclats de métal brûlant. Comment un canon anti-aérien est-il devenu le pire cauchemar des troupes au sol? La réponse tient en un mot, la cadence. 4 canons de 20 mm synchronisés. Le feu est si dense que les cibles prises dans le viseur disparaissent instantanément. Les corps se volatilisent sous l'impact des munitions de haute précision. Les hommes n'ont pas le temps de comprendre. Ils cessent simplement d'exister. Pourtant, le Flak-Virling 38 n'est pas né d'une volonté de cruauté gratuite. C'est le résultat des calculs mathématiques des ingénieurs de chez Rheinmetall. À la fin des années 30, leur objectif est clair. Ils ne fabriquent pas un glaive, mais un bouclier. Ils conçoivent un système capable de verrouiller le ciel face aux bombardiers rapides. À l'image sur les plans d'époque, des mécanismes complexes pour le tir à haute altitude, les ingénieurs calculant des trajectoires pour percer l'acier des carlingues, pas la chair humaine. Mais ce n'était que le début. La réalité du front a rapidement imposé ses propres règles. C'est l'histoire d'un manuel d'utilisation réécrit par le sang et la boue. Un chef-d'œuvre d'ingénierie défensive transformé en instrument d'extermination totale. À première vue, un outil pour protéger les villes, mais en réalité, une faucheuse pour les divisions d'infanterie. La situation a basculé quand les munitions explosives ont rencontré les lignes de soldats à découvert. Sur les documents d'archives, on observe le résultat. Les fûts de canon s'abaissent. Ils quittent l'horizon pour pointer directement vers les buissons et les tranchées. L'arme ne cherche plus les ailes des avions, elle cherche les poitrines des hommes. Rien ne peut arrêter le flux de métal. Les murs s'effondrent, les arbres se brisent, les blindages légers sont transpercés. Quand la défense aérienne abaisse ses canons vers le sol, l'équilibre des forces s'arrête net. Il ne reste plus que le bruit mécanique et le silence qui suit le massacre. L'histoire s'est achevée dans les décombres de l'Europe. Fin de l'année 1938. Les ingénieurs de Moser reçoivent une mission urgente. Le canon anti-aérien Flak 38 est fiable, mais il échoue. Les bombardiers modernes sont devenus trop rapides, le rythme de tir d'un seul canon ne suffit plus. Karl Wanninger prend la direction du projet, il est l'ingénieur en chef du groupe Rheinmetall. C'est un concepteur de génie. Sous ses ordres, près de 20 systèmes d'armes différents verront le jour avant juillet 1944. Le défi est là. Augmenter la puissance de feu ou accepter la défaite. Comment arrêter un avion qui fonce à 300 km/h? Le calcul est brutal. Le chargeur ne contient que 20 obus. Avec une cadence de 450 coups par minute, l'arme se vide en 2 secondes et demie. À l'image, un chargeur qui claque au sol, un artilleur qui s'épuise à recharger. Pendant ces quelques secondes d'arrêt, l'avion parcourt plus de 200 mètres. C'est assez pour sortir de la zone de tir. L'ennemi s'échappe avant même que l'artilleur n'insère un nouveau chargeur. Pourquoi ne pas agrandir le chargeur? Impossible. Cela demande une refonte totale du mécanisme d'alimentation. Les ingénieurs estiment que le développement prendrait des années de tests. Pourquoi ne pas accélérer le tir du canon? Impossible également. Le métal de l'époque ne supporte pas plus de pression. Le mécanisme automatique atteint déjà ses limites physiques. À première vue, un problème technique insoluble. Mais en réalité, une solution radicale existe. Les ingénieurs choisissent la force brute. Ils abandonnent l'idée d'un canon complexe au profit d'une installation quadruple. La méthode est simple, monter 4 canons Flak 38 sur une seule plateforme rotative. L'erreur n'était plus permise. La puissance de feu change d'échelle. Théoriquement, l'arme crache 1800 obus par minute. Sur les films d'époque, on voit 4 tubes cracher des flammes en continu. Le ciel se remplit instantanément d'éclats de métal. Ce n'est plus un tir de précision, c'est un rideau d'explosion ininterrompu. Les événements se sont accélérés. Les bombardiers n'avaient plus aucun trou pour s'échapper. L'acier allemand avait trouvé sa nouvelle cadence. 800 coups par minute. C'est le rythme réel de l'arme en tenant compte du rechargement des chargeurs. C'était largement suffisant. Pourquoi dépenser autant pour une seule arme? Le prix était colossal. Mais les résultats sur le terrain ont fait taire les critiques. Les premiers exemplaires du Flak-Virling arrivent alors sur le front au cours du deuxième semestre de l'an 1940. La production démarre simultanément dans 3 usines, à Vienne, à Chemnitz et à Bielefeld. Chaque unité coûte 20 000 Reichsmark au trésor. C'est plus de 3 fois le prix de la version à canon unique. L'efficacité justifie l'investissement. À l'image, 7 hommes s'activent autour de l'affût.
C'est l'équipage standard. Il déploie l'arme en quelques minutes seulement. 4 chargeurs travaillant avec une synchronisation parfaite, les munitions disparaissent instantanément. Le moindre retard d'un seul homme brise le mur de feu. Ils travaillent comme des forcenés. L'air au-dessus des culasses tremble à cause de la chaleur. On voit la fumée s'échapper des tubes. Leurs doigts brûlent au contact du métal chauffé à blanc. Mais arrêter la cadence signifie la mort. Quand les 4 canons tirent ensemble, le son ressemble à un déchirement de tissu. Un bruit insupportable. Mais ce n'était que le début. Le SS Hauptsturmführer Karl Wilhelm Krause commande l'unité de défense anti-aérienne de la 12e SS Panzerdivision Hitlerjugend. À l'été 1944, il maîtrise cette arme mieux que les officiers de la Luftwaffe. Ses artilleurs abattent 45 avions alliés durant le seul premier mois des combats en Normandie. Krause n'est pas un inconnu. De l'an 1934 à l'an 1939, il est le garde du corps personnel de Hitler. On le surnomme l'ombre. Pour lui, le Flakvierling est l'outil ultime, une confirmation de sa vision de la guerre. À l'image, les ingénieurs d'Oberndorf célèbrent leur succès. Ils pensent avoir créé le bouclier parfait pour protéger le ciel. En réalité, ils viennent de concevoir le hachoir à viande le plus terrifiant de la planète. À première vue, une arme anti-aérienne. Mais en réalité, un instrument de massacre terrestre. Il a suffi d'une seule erreur pour le comprendre. Le 16 juillet 1941, les événements se sont accélérés. L'ordre est tombé du quartier général des forces terrestres de la Wehrmacht. Ce document a changé la nature même du Flakvierling. Toutes les pièces anti-aériennes de 22 mm du front de l'Est devaient désormais porter un bouclier blindé. L'objectif était de protéger les servants lors des tirs contre des cibles au sol. Les termes étaient vagues, presque bureaucratiques. Mais le sens était clair. Les canons de la défense aérienne étaient officiellement braqués vers le bas. Pourquoi ce changement de doctrine? La réponse est brutale. Les soldats sur le terrain n'avaient pas attendu les circulaires de Berlin. Le décret ne faisait que légaliser une pratique déjà courante depuis plusieurs semaines. Sur le front, la situation était critique. Quand les chars soviétiques percèrent les lignes, suivis par des vagues d'infanterie, les artilleurs ne demandaient pas de permission. Ils abaissèrent les fûts au maximum. Près de Smolensk, une section de Flakvierling s'est retrouvée face à une charge massive. Des centaines de soldats soviétiques couraient en plein champ. Le commandant de batterie a simplement ordonné le tir horizontal. Dans son rapport, il écrira plus tard une ligne sèche, purement technique. Elle ne traduisait pas le dixième de la réalité. On voit sur les archives, 4 tubes de 20 mm crachent le feu en même temps. En 5 minutes de combat, une seule pièce a éliminé plus d'hommes qu'une compagnie de mitrailleuses entière en une journée. C'était un massacre mécanique. À l'image, des structures d'aluminium volant à 2000 mètres d'altitude. C'est pour cela que l'arme a été conçue. Mais elle venait de trouver une cible plus fragile. Les obus explosifs et incendiaires de 22 mm déchiraient normalement le fuselage des avions. Sur des corps humains, l'effet était radical. La cadence de tir était telle que l'infanterie prise dans la zone de balayage disparaissait littéralement. Les soldats ne tombaient pas. Ils n'avaient pas le temps de se mettre à l'abri. Ils s'évaporaient sous l'impact des projectiles. À première vue, un canon de défense anti-aérienne. Mais en réalité, une machine a broyé les lignes terrestres. Le Flakvierling a changé de fonction à l'instant précis où un canonnier anonyme a cédé à la panique ou à la rage. Il a abaissé les fûts et écrasé les pédales de mise à feu. Les ingénieurs d'Oberndorf, dans leur bureau d'études, ignoraient tout de cette évolution sanglante. Ils continuaient à dessiner des systèmes de protection du ciel. Les événements se sont accélérés. En juin 1944, l'armée allemande a déployé un nouveau modèle. L'histoire entrait dans une phase encore plus sombre. Juin 1944. Les Alliés contrôlent le ciel de Normandie. La supériorité aérienne est totale. Pour les soldats allemands, les chasseurs de la Luftwaffe sont devenus un mythe, une rumeur lointaine. Les artilleurs de la division des jeunesses hitlériennes passent des journées entières sans voir une seule cible dans les nuages. Ils attendent. Pourquoi ces canons anti-aériens sont-ils restés silencieux? Le ciel était vide. Mais au sol, la menace avançait heure par heure. L'infanterie américaine progresse à travers le bocage normand. Ce paysage n'est pas une simple campagne. C'est un système de forteresses naturelles. Des remparts de terre s'élèvent jusqu'à 3 mètres de haut. Ils sont recouverts d'arbres centenaires et de buissons épineux impossibles à franchir. Ce réseau divise le terrain en milliers de petits compartiments fermés. La visibilité est nulle, elle dépasse rarement 50 mètres.
Les chars sont bloqués, incapables de manœuvrer entre les haies. L'artillerie tire à l'aveugle, sans repère précis. La guerre change de visage. Elle devient une suite ininterrompue d'escarmouches brutales. Les combats se règlent à bout portant, à portée de grenades. À l'image, un fossé humide, des visages couverts de boue, le bruit métallique des culasses. L'équipage d'un canon anti-aérien est retranché dans l'une de ces haies. Ils sont postés à 5 km de camp. Pendant 3 jours, ils ne tiraient pas une seule munition vers le ciel. Aucun avion ne passe à portée. À la fin de la semaine, le commandant de la pièce a oublié l'usage premier de son arme. Son nom a disparu de tous les rapports officiels. Mais son action reste. Il ne regarde plus vers le haut. Il ignore le mécanisme de visée verticale. Les 4 tubes du canon sont abaissés, ils pointent à l'horizontale. Les fûts passent à travers une étroite brèche entre 2 arbres. Ils visent directement le point où les Américains surgissent chaque matin. Le son du tir est assourdissant. On entend 4 détonations simultanées. Les canons créent un écho déchirant qui rebondit contre les talus de terre. L'effet est immédiat. Les fantassins américains se plaquent au sol par instinct. Ils n'ont pas encore compris d'où vient le feu, que la peur les a déjà paralysés. À première vue, une batterie de défense anti-aérienne classique, mais en réalité, un hachoir à viande terrestre. C'est au cœur de ces combats que Krauss entre en scène. Son parcours est atypique. Ancien garde du corps personnel du Führer, il est devenu officier de combat sur le front de l'Ouest. En observant ces hommes, il identifie un problème technique majeur, une faille que les ingénieurs de l'usine n'avaient jamais prévue pour une telle machine. Les événements s'accélèrent. La machine de guerre allemande doit s'adapter ou disparaître sous les haies. Krauss s'approche de la batterie et examine les mécanismes de tir encrassés par la poussière du bocage. 4 canons de 21 mm, une puissance de feu redoutable, mais un défaut majeur, l'immobilité. Les batteries de Flak-Wirling classiques étaient clouées au sol. Pour engager le combat, les soldats devaient dételer la remorque, déployer 3 vérins de stabilisation et mettre la plateforme à niveau. Seulement après ces manœuvres, le tir devenait possible. Pourquoi ce retard était-il fatal ? Dans le chaos des attaques aériennes, chaque seconde comptait. Perdre 5 minutes de préparation signifiait perdre des dizaines de vies sous les bombes. Le lieutenant Krauss refuse cette fatalité. Il propose une solution radicale à son supérieur, l'Obersturmbannführer Max Wünsche. Ce dernier commande le 12e régiment de chars de la division. Wünsche n'est pas un bureaucrate. Ancien adjudant de Sepp Dietrich et vétéran des combats de Kharkov, il connaît la réalité du terrain. Près de la ville ukrainienne, son bataillon a écrasé 47 pièces d'artillerie soviétique en 24 heures. À l'image, des carcasses de canons russes calcinées dans la neige. Wünsche comprend immédiatement l'intérêt de la mobilité. L'idée est simple. Les mécaniciens retirent de l'affût du Flak-Wirling de sa remorque. Ils l'installent directement sur le châssis d'un Panzer IV. La tourelle standard disparaît au profit d'une plateforme blindée ouverte. Le résultat est une arme hybride. Elle suit les colonnes de blindés et ouvre le feu instantanément sans aucune mise en place. Mais l'innovation ne s'arrête pas là. Dans les ateliers de campagne, les techniciens frôlent la folie technique. On voit les étincelles des postes à souder dans l'obscurité des hangars. Les mécaniciens soudent des canons anti-aériens allemands sur des châssis de T-34 capturés ou sur des tracteurs de dépannage. Tout ce qui roule et peut supporter 4 tubes est réutilisé. L'urgence est absolue. Wünsche ne sollicite aucune autorisation du quartier général. Il agit seul. Il ordonne aux ateliers de transformer 3 chars immédiatement. Les travaux s'accélèrent sous la pression des bombardements alliés. À la fin du mois de juin, le projet devient une réalité physique. Les premiers prototypes sortent des garages de fortune. Le rythme des combats ne permettait plus d'attendre les décisions de Berlin. 1944. Les premiers prototypes sont déjà sur le front. Les soldats découvrent une tourelle ouverte à 9 côtés. Ils lui donnent un surnom, le tourbillon. Le concept arrive sur le bureau de Hitler. Le dictateur valide immédiatement le projet. La production est lancée. Pourquoi cette machine a-t-elle changé la donne ? La réponse est simple, elle était polyvalente. Les usines de Silésie tournent à plein régime. À l'automne, 100 exemplaires sortent des chaînes de montage. Le régiment de Wunsch passe à l'offensive. Le bilan tombe à la mi-juillet, 219 chars alliés détruits. À l'image, la tourelle pivote avec une fluidité mécanique. Le Flakpanzer Wirbelwind devient le cauchemar de l'infanterie. Il est partout, en position fixe ou en mouvement. L'arme fonctionne sans aucun incident technique. Elle accomplit une mission pour laquelle elle n'était pas conçue. Elle le fait avec une précision chirurgicale. Mais ce n'était que le début. Sa mobilité le rend omniprésent sur le champ de bataille. Les Américains sont sous pression. Pourtant,
Ce n'est pas la vue du blindé qui provoque la panique, c'est un bruit, un son unique, impossible à confondre. À première vue, un simple moteur de char, mais en réalité, l'annonce d'un massacre. Ce bruit signifie une seule chose, il n'y a plus personne à sauver. En Normandie, l'infanterie américaine apprend vite, les soldats analysent chaque détonation. La mitrailleuse MG-42 se reconnaît à son long rugissement continu. Quand on l'entend, on plonge au sol, on attend que la rafale passe. Les mortiers, eux, ont un sifflement caractéristique avant l'impact. Ce sifflement offre une seconde de répit pour s'abriter dans un trou d'homme. Le danger change de visage, la situation empire. Les soldats restent figés, l'oreille tendue vers l'horizon. Ils attendent le son du tourbillon, un son qui ne laisse aucune chance. L'histoire s'est arrêtée là pour beaucoup d'entre eux. Le Flak-Virling produisait un son unique. Ce n'était pas le claquement d'une mitrailleuse classique. On aurait dit une machine à coudre géante qui perçait l'air avec 4 aiguilles simultanément. Un déchirement continu, un bruit sans aucune pause. Pourquoi cette arme terrifiait-elle autant les troupes au sol? La réponse tient en un chiffre, 800. C'est le nombre de projectiles envoyés par minute. Quand ce vacarme commençait, le temps manquait pour s'abriter. Dans les hôpitaux de campagne américains, les rapports médicaux affichaient des notes étranges. Les chirurgiens ne comprenaient pas ce qu'ils voyaient. Des blessures par éclats multiples, systématiquement fatales. Le corps humain ne pouvait pas encaisser un tel choc. Le mécanisme était chirurgical et brutal. Un obus explosif incendiaire de 20 mm fragmente tout ce qu'il touche. À l'impact, la chair et les os se transforment en une bouillie informe. Le Flak-Virling tirait 4 de ces obus en même temps. Une rafale courte de 2 secondes signifiait 16 impacts directs. Chaque impact était mortel. Il n'y avait presque jamais de blessés. Les survivants des unités prises que sous ce feu racontaient tous la même scène. À l'image, des soldats marchent en colonne. Soudain, les hommes à côté d'eux se volatilisent dans un nuage de brume rouge. Ils ne tombèrent pas. Ils ne criaient pas. Ils disparaissaient, tout simplement. Mais l'efficacité avait un prix payé par les servants de la pièce. Dès qu'un Flak-Virling visait l'infanterie, il devenait la cible prioritaire de tout l'arsenal américain. À l'écran, on voit une plateforme ouverte sans aucun blindage, 7 hommes exposés autour du canon. Les tireurs d'élite repéraient les positions au son. Ils éliminaient les artilleurs méthodiquement, l'un après l'autre. Les mortiers suivaient la trajectoire dès la première salve. Le deuxième tir couvrait déjà toute la zone de l'équipage. L'espérance de vie d'un équipage de Flak-Virling en combat actif ne dépassait pas une semaine. Ces hommes étaient formés pour surveiller le ciel. Ils devaient abattre des cibles rapides mais prévisibles. Ils se retrouvaient soudain en première ligne. Le danger venait de partout. Des hommes cachés derrière chaque arbre et chaque remblai les traquaient sans relâche. Ces artilleurs tuaient avec une efficacité terrifiante, mais ils mouraient aussi vite que leurs victimes. L'histoire s'est arrêtée là pour la plupart d'entre eux. Fin août 1944. Les Alliés referment la poche de falaise et les troupes allemandes entament une retraite désordonnée. Les Flak-Virling tirent encore, mais ils ne visent plus les avions. Le ciel de Normandie appartient désormais aux Alliés. Les canons anti-aériens protègent la fuite, fauchent les colonnes d'infanterie à bout portant et couvrent les derniers ponts. Des armes conçues pour le ciel deviennent l'ultime bouclier d'une armée incapable de se défendre au sol. Pourquoi ces canons ont-ils changé de cible? La réponse est simple. Ils étaient devenus inutiles contre l'aviation moderne. En 1945, le Flak 38 est techniquement et moralement dépassé. Les forces alliées utilisent des chasseurs à réaction. Ces appareils volent trop haut et trop vite pour des obus de 20 mm. À l'image des colonnes de blindés calcinées sur le bord des routes. Le commandement allemand avait anticipé cet échec dès 1943. La production de masse se déplace vers des calibres plus lourds de 37 et 88 mm. Les Flak-Virling quittent la ligne de front. On les déplace vers des positions secondaires ou des zones de défense côtière. À la fin de la guerre, l'abandon est massif. Les soldats laissent les batteries sur place faute de munitions ou de carburant pour les tracter. Après la capitulation de l'Allemagne, les Alliés récupèrent des milliers d'exemplaires. C'est le temps des trophées. Le destin de ces machines varie. Certaines finissent dans des musées sous une couche de poussière, d'autres sont découpées au chalumeau pour la ferraille. Mais le service actif ne s'arrête pas pour tout le monde. Les pays pauvres en armement moderne se jettent sur les stocks restants. La Finlande utilise ses canons allemands jusqu'au début des années 70. La Yougoslavie les garde en service encore plus longtemps dans ses unités de montagne.
Le bruit sec des culasses continue de résonner bien après la chute du Reich. À première vue, une relique du passé. Mais en réalité, une base pour le futur. Le concept du canon anti-aérien multitube à tir rapide ne meurt pas. L'idée de créer un rideau de feu dense à basse altitude reste trop efficace pour être oubliée par les ingénieurs. Cette lignée technologique mène directement à de nouveaux monstres d'acier. Le Flak-Wirling a laissé une empreinte permanente sur les champs de bataille modernes. Le guépard allemand, le Gepard, en est l'héritier direct. Ainsi s'achève l'histoire de la défense circulaire. Le Tunguska soviétique et le Phalanx américain. Ces systèmes de défense tiraient leur origine d'une seule machine. Le canon quadruple de 20 mm conçu par les ingénieurs de Mauser à la fin des années 30, seuls les calibres ont augmenté. Seuls les systèmes de guidage sont devenus plus complexes. Mais le principe reste inchangé. Abattre la cible avant qu'elle ne frappe. Comment ont-ils fini? Les trois hommes derrière cette mécanique de mort ont dû répondre de leurs actes. Mais le destin a choisi une voie inattendue. Une conclusion qui semble injuste, même 80 ans plus tard. Karl Wanninger était l'ingénieur en chef chez Rheinmetall. Sous ses ordres, des dizaines de systèmes d'armement ont été produits pour le Troisième Reich. Des plans de canons, des schémas de tourelles, des calculs de balistique. Wanninger a survécu à la guerre. Après la capitulation, il n'a pas fini dans une cellule. À l'image, des usines en ruine et des dossiers saisis par les Alliés. Comme beaucoup de techniciens allemands, il a participé à la reconstruction de l'industrie. Son nom figure sur des rapports techniques d'après-guerre. On retrouve sa signature sur des dépôts de brevets internationaux. Mais il est resté un fantôme pour le grand public. À première vue, un criminel de guerre potentiel. Mais en réalité, une ressource technique indispensable. Les créations de Wanninger remplissent aujourd'hui les musées militaires. Elles s'affichent dans les manuels d'histoire. Pourtant, son propre nom n'existe que dans les notes de bas de page. Seuls les spécialistes le connaissent. Wanninger dessinait des machines pour tuer. Mais il le faisait avec la froideur d'un ingénieur face à une équation. La situation s'est figée ainsi. La transformation de ses calculs en instruments de destruction massive s'est faite sans lui. Il fournissait les schémas. D'autres appuyaient sur la détente. Pour lui, ce n'était que du métal et de la cinétique. Ainsi s'est achevée sa carrière dans l'ombre des archives. Mai 1945, Karl Wilhelm Krauss se rend aux troupes américaines. Cet homme a passé 5 ans dans l'ombre de Hitler avant de transformer les canons anti-aériens en unités mobiles. 1 an plus tard, il quitte le camp de prisonniers. Sa nouvelle vie commence à Wuppertal. Il se marie, élève 5 fils et dirige une entreprise industrielle. Sur le papier, il n'est qu'un bourgeois ordinaire. Krauss meurt le 17 avril 2001, 3 jours avant ses 90 ans. Son corps repose au cimetière nord de Munich, à quelques mètres des tombes d'autres dignitaires du Troisième Reich. Comment l'histoire a-t-elle retenu son nom? Elle ne l'a pas fait. Les nécrologies le présentent simplement comme l'ancien garde du corps du Führer. Cet homme connaissait l'intimité du pouvoir nazi. Il a vu les coulisses de la dictature. Pourtant, aucun journal n'évoque le Wirbelwind, ce concept qu'il a proposé durant l'été 1944. Krauss a gardé le silence toute sa vie. Pour lui, ce n'était peut-être qu'un détail insignifiant au milieu des ruines de la Grande Guerre. À l'image, un dossier militaire fermé. Max Wünsche est l'autre visage de cette histoire. C'est lui, le commandant de régiment blindé, qui a validé l'idée de Krauss. Il a forcé les ateliers de campagne à construire le premier prototype. En août 1944, les Alliés le capturent lors de la percée de la poche de Falaise. Il passe 4 ans dans un camp d'officiers en Écosse. Libéré en 1948, il suit la même trajectoire que Krauss, la gestion industrielle. Wünsche vit jusqu'en 1995. Dans ses rares interviews d'après-guerre, il raconte les batailles de chars, il parle de Kharkov et de ses tactiques de commandement, mais il ne prononce jamais le nom du Wirbelwind. Pourquoi ce silence? Il a peut-être oublié, ou alors il a choisi d'effacer cette partie de sa mémoire. À première vue, des ingénieurs et des officiers, mais en réalité, les rouages d'une mécanique de mort. 3 hommes se sont rencontrés. Un ingénieur conçoit le système de tir, un second trouve le moyen de le rendre mobile, le troisième lance la production en série. Aucun d'entre eux ne voulait créer un chasseur d'infanterie, mais ils sont devenus les pièces d'une machine incontrôlable. Le résultat a dépassé leurs intentions. L'arme a fonctionné avec une efficacité terrifiante sur le terrain. Le plus important est ailleurs. L'histoire de la Flak-Waffe n'est pas celle d'une prouesse technologique allemande. C'est le récit de la transformation d'un objet.
Entre les mains d'hommes indifférents, les armes changent de nature. Elles ne servent plus leur but initial, mais la nécessité brutale du combat. Ainsi s'est achevée une époque. 800 obus par minute, c'est la cadence qui a transformé un canon anti-aérien en un hachoir à viande pour l'infanterie. Pourquoi ce détournement? Karl Wanninger ne l'avait pas prévu. La société Krauss n'avait pas ce plan en tête. L'officier Wunsch n'avait jamais donné d'ordre en ce sens. La raison est brutale. Sur la ligne de front, personne ne s'interroge sur la fonction théorique d'un outil. Les soldats ne posent qu'une seule question. Est-ce que ça fonctionne? Le Flak-Wirling fonctionnait. 4 canons synchronisés sur une seule plateforme rotative. La machine crachait le feu. Chaque mètre carré de terrain devenait une zone de mort certaine. À l'image, la Terre explose sous les impacts répétés. Les ingénieurs avaient fabriqué un bouclier pour protéger le ciel. Les combattants en ont fait une épée pour ravager la Terre. Entre l'intention initiale et le résultat final, un abîme s'est creusé. Cet espace a été rempli par des milliers de cadavres, ceux qui précédaient la détente et ceux qui se trouvaient en face. La situation a empiré sur tous les fronts. Les descendants du Flak-Wirling surveillent aujourd'hui le ciel des villes et des bases militaires du monde entier. Les systèmes sont devenus complexes, les calibres ont augmenté, l'électronique a remplacé les engrenages mécaniques, mais le principe est à rester identique, créer un rideau de feu si dense qu'aucune cible ne peut le traverser. Rien ne passe. On voit sur les plans techniques, la précision est désormais millimétrée. Les ingénieurs qui conçoivent ces armes modernes gardent la Normandie en mémoire. Ils savent une chose. Une arme pointée vers le ciel finit toujours par être la plus dangereuse pour ceux qui marchent au sol. Est-ce que nous prenons ce risque en compte aujourd'hui, ou espérons-nous encore que nos inventions resteront fidèles à nos plans d'origine? L'histoire du Flak-Wirling apporte une réponse sans appel. Les armes possèdent leur propre logique. Et cette logique ne correspond que très rarement aux intentions humaines. Les corps ont été évacués. Le métal est resté.